Et général, on peut faire une grande image s'intéresse particulièrement à ce superlatif, une plus grande image générée à partir des motifs d'une image d'entrée, de sorte à ce que la distribution des motifs de l'image plus grande générée soit quasi ou approximativement égale à la distribution des motifs dans l'image. euh, Concrètement, c'est quoi? On peut prendre comme exemple cette image. À gauche, on a une image plus petite et à droite, on aimerait générer une image plus grande de sorte à avoir quasiment les mêmes motifs. En quoi est-ce que cette génération procédurale est intéressante? C'est que on peut l'appliquer dans des cinémas où on veut reproduire des scènes ou bien par exemple dans des jeux euh, qu'on a aujourd'hui de société où parfois on a des masses de personnes qui affluent comme ça vers, on va dire, l'acteur. Et on peut se penser que ces masses de personnes ont été on va, créées ou dessinées d'une quelconque façon. Ou même dans certains films, on voit des parcs avec des jardins ou bien de l'océan ou un étendue d'eau. Alors en général, ces images-là ne sont pas conçues de toutes pièces pour une seule raison, c'est que elle coûte très cher en termes de stockage et donc de complexité mémorielle. Et donc, comment y remédier à ça? C'est de pouvoir avoir une image qui, et en termes d'énergie, ne consomme pas assez, du moins dans la machine, assez en termes de mémoire. Alors, avoir une petite image, en l'occurrence, l'image ici à gauche. Et donc, avec cette image, au fur et à mesure qu'une scène va se dérouler, on va générer de façon procédurale les zones dont on aura besoin et donc à partir des motifs. Et tel que on peut le voir ici sur ces deux images. On a une image à gauche d'entrée, on a une image à droite de sortie. On génère à partir des motifs. Les motifs, c'est quoi? Dans une image, c'est justement, on va dire, des patterns. On peut découper cette image en plusieurs morceaux, utiliser ces morceaux pour les recoller de façon aléatoire. Et c'est ça la beauté de l'histoire, c'est que l'image de droite a été générée de façon aléatoire, moyennant une certaine entropie. Et donc, aujourd'hui, on va donc parler de cette génération. On a plusieurs images en 2D. Les images précédentes, l'image précédente était en 3D. Donc en 2D, on peut voir comment est-ce qu'à gauche, on peut avoir une petite image et à droite, grâce à l'algorithme qu'on va présenter, avoir une plus grande image avec presque les mêmes motifs distribués quasi identiquement. Donc en bas ici, avec la fleur, c'est assez magnifique. Là, par exemple, on a ce motif et on a une plus grande fleur. Ici, c'est encore intéressant dans des jeux où on a des labyrinthes et tout, où il faut résoudre des énigmes. En général, on les dessine pas. On prend une petite image et l'algorithme se charge de faire le reste. Et donc, sur quoi repose essentiellement cet algorithme qu'on appelle WFC, Wave Function Collapse? C'est d'une part sur l'entropie et d'autre part sur la génération aléatoire en machine. Je tiens à rappeler que c'est assez quand même intéressant, cette génération aléatoire. Enfin, l'aléatoire, c'est a priori quelque chose qu'on ne peut dompter, du moins les causes. On ne connaît pas les causes du fait qu'elles sont nombreuses et donc d'un point de vue déterministe, on ne peut pas les connaître. Mais la machine reproduit l'aléatoire. C'est assez euh, atypique. Pourquoi? Parce que la machine, de fait, elle est déterministe. La machine, elle est faite de façon à être déterministe. Mais comment est-ce que du déterminisme peut générer de l'aléa? C'est assez intéressant. Et donc, les mathématiciens, les informaticiens ont su développer des outils permettant de simuler l'aléatoire. Et d'autre part, on a la notion d'entropie, hein. Entendez l'entropie ici comme euh, un afflux d'informations de sorte à brouiller des signaux. Imaginez-vous que vous deviez poser un certain nombre de questions à un individu pour connaître une réponse bien précise.
Alors, si on ne vous donne pas d'indice, alors l'entreprise est énorme, il est vaste parce que vous devez essayer beaucoup de questions pour savoir ou bien pour trouver la question ou bien euh, euh, la réponse dont on aura besoin. Et donc, au fur et à mesure que vous avez une information, dans un indice, cette entreprise diminue, non? On va dire ce brouillage de connaissances là diminue et jusqu'à ce que vous avez beaucoup d'indices suffisants pour déterminer une question. Donc, on peut voir que l'entropie est quelque chose qui est fortement élevé lorsque le nombre d'informations est à du moins très peu pour nous permettre de déterminer l'issue d'une situation. Et donc, plus on a d'informations, plus l'entropie décroît. Et donc, il y a plusieurs façons d'expliquer ça, hein. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. C'est un concept initialement qui émane de la physique et aussi qui a été qui s'est retrouvé en physique statistique, non, dans la dynamique des gaz, la cinétique des gaz. Donc ici, je l'explique vraiment d'un point de vue informationnel, entropie de Shannon, et c'est précisément en termes d'information, et donc c'est la façon la plus simple. Et donc voilà, l'algorithme repose sur ces deux outils, l'entropie et la génération des nombres aléatoires en machine. Donc, comment donc, on conçoit vraiment donc, cette image finale? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de prendre l'image d'entrée, de créer à l'aide de ces images ce qu'on va appeler des motifs. Donc, pensez un peu à un découpage de ces images-là pour avoir des parties de l'image quand même caractéristiques de cette image-là. Donc, on veut avoir des features. On va avoir ce qui définit essentiellement l'image d'entrée. Et grâce à ça, on va créer, d'un point de vue informatique, penser qu'une image, c'est juste une grille de pixels. On va créer aussi une grille initialisée dans une zone de la grille avec un motif bien particulier. Définir les contraintes, c'est-à-dire après avoir créé des motifs, définir les contraintes, c'est-à-dire savoir quel motif est à côté de quel autre motif. Et après, on initialise la grille et on va faire la propagation des contraintes et au fur et à mesure qu'on propage la contrainte, on calcule l'entropie et on va collapser, c'est-à-dire choisir la case qui a l'entropie faible. Comme on l'a expliqué, entropie faible veut dire il est plus probable que ce soit cette réalisation-là qui ait lieu. Tandis que l'entropie forte, ça veut dire on n'a pas vraiment une grande marge de manœuvre du point de vue décisionnel. Et donc voilà comment fonctionne l'algorithme, hein. Lorsqu'on a bien pensé comment définir les motifs et les contraintes, le calcul de contraintes et d'entropie, on est parti pour notre génération procédurale. Dans les motifs en général, ce sont des patterns de taille très petite, hein. Ce sont des patterns de taille carrée, n fois n, en général. Et le nombre de motifs générés, c'est grand N qui est égal à H fois W, où H et W sont la hauteur et la largeur de l'image originale. Ensuite, comme on l'a dit, on va calculer le poids parce qu'une contrainte, c'est que la distribution des motifs de l'image d'entrée soit identique à la distribution des motifs de l'image de sortie. Donc, on va calculer pour chacun de ces motifs le poids, non? Un peu comme une pondération. Et on va garder ça en mémoire. Ça va nous aider à calculer l'entropie, comme on l'a vu, c'est moins la somme de façon discrète de PI logarithme de PI, où PI c'est la fréquence ou la probabilité d'apparition de chaque motif dans une image et ensuite déterminer les contraintes. C'est-à-dire tel motif doit être placé à gauche ou en haut ou en bas ou à droite de tel autre motif. Donc, de façon plus visuelle, pensez à cette grille où on initialise la grille à l'endroit indiqué par notre flèche bleue. Donc, on va collapser. Initialement, toutes les grilles peuvent prendre tous les motifs initiaux. Mais lorsqu'on collapse, des contraintes dont s'imposent, c'est que là où on a collapsé, là où on a mis un premier motif, il conditionne du coup son environnement
dont il a 8 voisins, par exemple ici. On met le motif d'identifiant 10, par exemple. Et là, il y a 8 voisins déjà contre un. Que, attention, n'importe quel motif ne peut pas être entré ici. Et donc, comment on choisit la prochaine case? C'est justement ici qu'intervient le calcul d'entropie. On va calculer l'entropie de chacune de ces 8 cases et celle qui aura l'entropie minimale, c'est celle-là qui sera la prochaine case à être collapsée. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer dans le processus et soit dont l'algorithme est terminé, on a notre image, soit dont elle n'est pas terminée, elle rencontre un blocage. Il faut réinitialiser de façon aléatoire. Il y a d'autres méthodes qu'on appelle la rétropropagation. Donc, on va rentrer un peu d'un pas en arrière dans l'algorithme pour voir si on n'aurait pas pu prendre un autre chemin. Après avoir calculé l'entropie, comme on l'a montré ici, on a vu l'entropie calculée à l'étape précédente en cellule bleue. On a vu que l'entropie minimale, c'est la cellule rouge ici d'identifiant 12. Et donc, le 12 va contraindre aussi ses 8 voisins. Et donc, il ne peut plus contraindre celui-ci, le voisin précédent, parce qu'il a déjà collapsé. Donc, on ne contraint que les voisins qui sont encore activé. Donc, pensez un peu au Sudoku, hein, c'est la même chose quand il faut ranger suivant la ligne et les colonnes des chiffres de sorte qu'aucun chiffre ne se répète. C'est pratiquement le même esprit. D'ailleurs, au fond, pour résoudre ça, on utilise l'entropie de Shannon. Donc, pour implémenter ça, je l'ai fait en C. Et donc, pour le faire en C, vous savez, C, c'est vraiment un langage de base où il faut tout créer. Il faut créer la notion de grille, il faut créer d'autres structures de données pour se figurer ce qu'on appelle par cellule, par grille, et pour que la propagation soit d'autant plus évidente. Et si dans ces explications, il y a des notions qu'on ne comprenait pas, n'hésitez pas de mettre en commentaire les notions ou les parties que vous ne comprenez pas pour que je puisse y revenir là-dessus de façon plus détaillée. Donc, on a implémenté 3 structures qui nous étaient utiles pour implémenter notre algorithme Wave Function Scala. Donc, en 3 lignes, de façon automatique, on a notre algorithme. Tant que la grille n'est pas vide, donc lorsqu'on a encore des cellules à collapser, alors on fait la propagation des contraintes de façon locale. Ensuite, après avoir fait la propagation des contraintes, on calcule l'entropie dans chacune des 8 cellules de la cellule où on a collapsé précédemment. Et lorsqu'on a fait ça, on détermine la cellule qui a l'entropie minimale et on fait une collapse. Et ainsi de suite. On sort de l'algorithme lorsque la grille est totalement collapsée. Donc, comme exemple, on a pris cette image d'entrée à gauche, ce petit rang au bord duquel on a du noir, à l'intérieur on a du blanc, et l'algorithme nous a généré en plus grand. Donc, le motif c'est de taille 2 fois 2, et en plus grand on a quelque chose de taille 30 fois 30, qui est tout à fait magnifique. Donc, je vous invite vous-même à implémenter votre algorithme Wave Function Collapse. N'hésitez pas si vous avez des incompréhensions. Je vous remercie.